Donc toutes les espèces vivantes sur Terre ont le même destin, celui de naître, de grandir, puis de mourir. Je m'interroge sur ce qui nous relie à eux et sur ce qui nous en sépare. Et plus que tout, ce qui nous différencie finalement. Les animaux, naturellement, s'y connaissent mieux à la vie. Très tôt, ils sont confrontés aux dangers auxquels ils doivent faire face. Et en fait, c'est à travers le récit d'une maman et de ses 3 petits qu'on va voir évoluer à travers tout le livre, que Nathalie nous amène sur notre propre cheminement à la vie, à la mort, à l'enfantement, à la transmission. Et chaque fois, c'est la chatte, Hope, qui va nous guider, elle, dans son rapport à la vie, et qui va nous interroger sur notre propre rapport à la vie. Je vais lui céder la parole. Moi, je vais juste vous lire un extrait. Un oiseau à ma table. Qui de nous deux s'envolera le premier? Lui de son branchage, moi de la réalité. Les animaux sont comme des enfants. Ils courent, ailes déployées dans le vent, tandis que nous les regardons faire. En pointillés, naïvement, ils racontent une suite à leur voyage, sans en avoir l'air pourtant. Et dans leur sillage, ils laissent une trace de leur vol. Cette trace dans mon ciel me fait du bien. Parfois, dans la nature, une seule image peut tout changer, comme dans un livre d'images ouvert à n'importe quelle page. J'ai conscience de cela. La fenêtre est restée ouverte, c'est l'été, il pleut. Mon étonnement est grand devant l'immensité d'un paysage qui n'en finit pas de se déployer. Il y a des visiteurs, quelques-uns seulement. Un questionnement. Je me demande pourquoi tout cela a un prix. Pourquoi doit-on payer lorsqu'il s'agit de contempler la nature et le ciel? Pour visiter le domaine, ses fleurs, ses orangeries, les labyrinthes végétaux, il faut s'acquitter d'un droit d'entrée. Le travail de l'homme a un prix. Que celui-ci entretienne la nature ou qu'il la détruise, nous devons en payer le prix. Grand chamboulement, c'est ma pensée qui s'en va à reculons. Je suis au début du monde, à l'endroit où je me trouve. Rien n'est encore construit. Il n'y a que la nature. Nous sommes dans une forêt. Il y a des animaux, des loups, des petits mammifères, des cervidés, des oiseaux. Tous s'abreuvent au même point d'eau offert à toutes les espèces qui y viennent, selon un ordre naturel. Chacun à son tour, chacun à sa manière. Un endroit pour tous. Depuis, qu'avons-nous fait, sinon tout dominer, tout détruire, jusqu'à ce point d'eau qui abreuvait jadis les animaux de la forêt? Nous sommes pourtant là, au même endroit, mais le temps a passé, et l'homme s'en est mêlé, car à présent, la nature est domptée, adaptée à l'homme plus qu'à l'animal. J'ai réfléchi, notre histoire, son début, où en sommes-nous? Notre monde dans le chaos. Je suis allée chez Anna. Le monde là-bas est resté lisible. On rêve le jour pour garder la preuve que tout est bien vrai, à sa juste place. L'homme ne se met pas au centre, il fait partie d'un tout, et dans ce tout, il y a les animaux, la nature restée à l'état sauvage. Le chaton s'y sentira bien. Ce qu'on pourrait redouter n'arrivera pas. Dans cet endroit, cela n'est pas envisageable. L'homme y veille sans y faire trop attention pourtant, car tout va de soi. Comme ces animaux qui jadis venaient s'abreuver à la source jamais tarie. À ce moment, je souhaitais ardemment que cela n'eût jamais de fin, que ce grand bouleversement n'eût jamais été, mais il fut. À ma table, il y a cet oiseau, une mésange. Je dis à ma table, et c'est en fait sur la branche qui la surplombe. Dehors. Elle picore quelques graines, une à une, en sautillant. Parfois, elle s'envole. Elle prend toute la place de cet instant singulier. Voilà. Donc le livre est rythmé par une fable qui se déroule au fur et à mesure. Et ce que Nathalie vient de nous dire comme extrait résume un peu cette fable qui va de « il y avait la nature » et puis est arrivé l'homme et la nature n'est plus vraiment la nature. Toujours en cette période de l'histoire, le temps avançait lentement, au rythme des jours qui passaient. La nature se renouvelait, les animaux vivaient en liberté. Dans le ciel, sur la terre, dans l'eau des lacs, des mers et des rivières, quelque chose pourtant changeait.
C'était imperceptible, comme le temps qui passe, mais quelque chose changeait. Tout commençait à devenir différent, car maintenant, il y avait des murs, des sentiers tracés, des haies de verdure. Les animaux devaient négocier leur territoire avec une espèce inconnue d'eux, l'homme, bien plus sombre encore que sa caricature le voulait. Et donc on peut le lire à deux rythmes, les petits italiques, et vous avez le conte qui se déroule, ou l'histoire qui joue autour des trois chatons qui vont être adaptés au fur et à mesure par les personnages qui vont se dérouler. Et dans ce rapport à la vie, à la mort, il y a qui a abandonné cette chatte blessée avec ses trois chatons. Quel est le lien que cette dame qui vit au milieu, qui travaille dans un château, le château de Freyr, va faire avec ces trois chatons, à qui va-t-elle les donner? Et puis on va voir les personnes qui vont adopter ces chatons, mais qui sont aussi dans un rapport à la nature. Il y a une jeune dame qui s'interroge sur la maternité parce qu'elle est atteinte d'endométriose et vit toutes les difficultés de l'enfantement. Quel est ce rapport? Faut-il vraiment avoir un enfant pour être femme? Et s'il y a enfant, est-ce que je vais le garder, le cas échéant? Mais on voit aussi quelle est la puissance qui est interrogée, la surpuissance de l'être humain qui veut absolument amener la vie là où la vie ne veut pas arriver naturellement. Et donc elle s'interroge de PMA en PMA, c'est est-ce que je vais continuer à voir mon corps se déformer sous les hormones, à devoir avoir un coup de fil qui me dit c'est maintenant que vous devez avoir une relation sexuelle parce que si vous voulez être engrossé c'est maintenant, etc. Et donc elle interroge ce qui était naturel, pourquoi devient-il si compliqué d'avoir un enfant? Et puis quand on la voit dans la file d'attente, et avec plein de femmes et de couples qui sont là, elle se dit mais c'est quoi cette envie d'absolument vouloir aller à l'encontre de la nature? Donc là, c'est l'action de la nature sur le corps humain. Mais il y a aussi l'action de l'être humain sur la nature en tant que telle. Et une des protagonistes, elle fait ses études de paysagiste à Gembloux. Et on parle des différents paysagistes qui ont été connus, comme le nôtre, etc. Et elle parle à un moment donné de René Pecher, pionnier des espaces verts. Rien pourtant dans un jardin n'est profilé par la nature. Il reste une composition pensée par l'homme. Il sera toujours artificiel, produit par une technique, un savoir-faire, jamais par la nature. Les courbes, les perspectives, les couleurs sont pensées dans un but esthétique ou pratique, comme les chemins tracés qui évitent de revenir sur nos pas. L'homme n'aime pas revenir sur ses pas. Et donc, à travers cette description, elle s'interroge. Faire partie des humains n'est pas ce qui nous lie le plus à la terre. D'autres espèces ont ce privilège. Pas nous. Comme celui de ne pas penser. La vie est brève, la mort y met toujours un terme. J'ai conscience de cela, d'instant. Et donc c'est le rapport de pouvoir sur la nature, jusque dans le corps, même le plus profond des êtres humains qui est mis en exergue. Alors elle s'interroge plus loin dans le roman, et le chat n'est pas n'importe quel animal. Vous savez, elle n'a pas choisi des chiens, elle a choisi des chats, ce qui permet de mettre en interrogation. Avec elle c'est Hope, c'est la maman des trois chatons. Je ne désire ni dominer, ni démontrer, ni même posséder. À vrai dire, c'est elle qui initie mes journées. Il en est des chats comme des maîtres. Ils révèlent en vous ce que vous cherchez à connaître sans le savoir. Hope est tout entière dans ce rôle. Apaisante, forte de caractère, elle m'a montré le chemin alors que j'étais perdue. Mais sans excès, sans outrance. Tout semble passer par elle. Il suffit que je la regarde et je sais d'instinct la marche à suivre de ma journée.
Elle va et vient dans le domaine, ne s'attardant que dans une pièce, celle où je me trouve. Musty en fait de même à la maison. Les animaux ne possèdent rien, ni terre, ni habitation. Ils sont libres, et cette liberté leur va bien. Et donc, sommes-nous libres? Et dans quelle mesure cette volonté de dominer la terre, que ce soit à travers les arbres ou à travers les animaux, influence-t-elle notre rapport à la mort? Parce qu'à force de vouloir retarder cet instant fatal que nous connaissons tous, on a l'impression qu'on est tout-puissant et qu'on va aussi pouvoir retarder cet instant-là. Et regardez dans l'actualité, avec le départ d'Émilie Dequesne, tout le monde dit, mais elle n'avait que 43 ans. Et on a été impuissant, parce qu'entre le moment où le cancer a été déclaré et le moment de son décès, tout le monde est choqué. Mais on a l'impression qu'on est surpuissant, mais à un moment donné, on ne peut pas l'être. Et donc, eh bien oui, il y a des femmes qui pourraient avoir des enfants, mais qui n'en veulent pas. Il y a des femmes qui voudraient avoir des enfants, mais qui ne peuvent pas en avoir. Et nous, que faisons-nous de ce rapport à la liberté? Parce que chaque fois qu'on met au monde un enfant, eh bien, se posera pour lui la question de la vie et de la mort. Ce qui est mystérieux, c'est ce que nous ne faisons pas. Ce que nous tâchons de faire tous les jours n'a rien de sorcier. Nous le faisons machinalement sans y penser. Comme ouvrir un livre, essayer une robe, sentir le parfum d'un savon qui traîne. Et nous le faisons dans un temps qui n'est pas immobile. Il ne l'a jamais été d'ailleurs et il ne le sera jamais. D'autres heures suivent toujours. Tout sort de là et de notre courte vie à essayer de comprendre ce qui ne peut l'être. Je laisserai Nathalie terminer. Ici, c'est un clin d'œil à Martine, parce que je sais qu'elle a un petit chat qui s'appelle Musty. Et donc, le rouge flamboyant de sa gorge gonflée d'un chant nouveau est une lettre imparfaite adressée au ciel. Ses notes incendient les branches de sa demeure, un chêne centenaire qui se méfie des hommes et de leurs actes coupables. Avant que je n'arrive ici, il y avait un deuxième arbre, plus vieux encore. Les anciens propriétaires de la maison l'ont coupé. Il faisait de l'ombre sur la terrasse. Mais à qui appartiennent les arbres finalement? Sur la souche, qui n'a pas été extraite, j'ai déposé une vase qui contient un plant de fuchsia. Quand Musty a deviné que j'allais sortir, il s'est précipité sur mes chaussures. C'est un chaton intelligent. Il devine mes envies. C'est un peu grâce à lui que je sors plus souvent dans le jardin. Il m'accompagne sur l'étroit sentier qui mène au potager. Lui s'amuse avec les mauvaises herbes, moi je les retire. C'est une occupation qui ne demande rien d'autre que de la patience. Ces mauvaises herbes, ce sont toutes les périodes difficiles de ma vie que j'essaye d'effacer, sinon d'oublier. Il faut les retirer soigneusement, en prenant bien soin de commencer par la racine. Il y a un bruit qui m'apaise lorsque je m'occupe de ces plantes. C'est celui de la racine qui s'arrache doucement de la terre. C'est ici que j'apprends la résilience. C'est ici aussi que j'ai retrouvé mon équilibre pour pouvoir me remettre en route, mais un peu trop tard dans ma vie. Je suis à genoux, le visage penché, le dos courbé. C'est comme si je me recueillais, comme si je réapprenais à vivre, car on n'en a jamais fini avec les mauvaises herbes. Il en va ainsi avec les mauvaises pensées et tout ce qui vient heurter le bon déroulement de notre vie au quotidien. Et pourtant, le regard rivé au sol, je ne pense plus. Je suis ailleurs, au bord du monde que je regarde par la lorgnette. Parfois, un insecte vient se poser sur une brindille que je n'ai pas encore arrachée ou sur une des fleurs qui poussent dans le parterre. C'est très beau un insecte vu de tout près. J'observe ses pattes minuscules qui tremblent doucement dans le vide. Parfois, l'insecte ne fait que passer. Il y a aussi des escargots lorsqu'il fait plus humide. Sur leur passage, ils laissent une traînée luisante. La trace des animaux, leurs empreintes, c'est la première écriture lisible qui ait existé, avant même les signes inventés par un cerveau humain. Maintenant, l'homme cherche à effacer ces traces partout où il s'aventure. C'est dans sa nature de nuire aux autres espèces. Merci pour votre écoute.